Merci d'être avec nous à la une de cette édition du journal. Ligue provinciale de basketball de Kinshasa, les rencontres play-off ont débuté afin de connaître qui sera champion à la fin de la saison. En attendant, Inessès a battu Mboka par 59 à 44 et Moloka s'est imposé sur SCTP par 56 à 52. Promotion de l'agriculture et l'autosuffisance alimentaire, des délégués venus du Burundi, du Rwanda se sont joints à ceux de la République démocratique du Congo pour organiser une semaine de la pomme de terre à Goma. L'Institut national de préparation professionnelle va disposer d'un nouveau bâtiment ultramoderne et entièrement équipé à Lubumbashi grâce à la coopération japonaise. Le directeur général de l'Institut revient du Katanga à cet effet. Bienvenue à tous. L'Agence de coopération internationale japonaise se propose de financer la construction d'un bâtiment ultramoderne ainsi que son équipement dans le chef-lieu du Katanga où a séjourné le directeur général de l'Institut national de préparation professionnelle. Il faut le dire, en effet, l'INPP a entrepris de se doter de nouvelles installations. Après l'audience avec le gouverneur de la province du Katanga, Moïse Katumbi a recommandé à la délégation japonaise et à l'administrateur directeur général de l'Institut national de préparation professionnelle de visiter quelques écoles techniques et entreprises minières afin de s'imprégner de leurs besoins réels en personnel qualifié. C'est par le collège technique Mwapusu-Keni, construit sur financement propre du gouverneur Moïse Katumbi, que cette visite a débuté. De là, les deux délégations se sont dirigées vers la Fédération des entreprises du Congo, où le directeur du partenariat katangais a passé en revue les attentes des entreprises du Katanga, en particulier celles de la sous-traitance qui doit améliorer leur rendement grâce à l'INPP. Il y a beaucoup de besoins en formation dans toutes nos entreprises du Katanga. Et je crois que c'est la raison pour laquelle nous sommes arrivés pour résoudre tant soit peu ces problèmes de chômage qui s'abattent sur nos jeunes du Katanga. Parce qu'ils n'ont pas pu avoir les compétences techniques nécessaires pour accéder à ces entreprises qui s'installent ici chez nous. J'ai ressenti donc des attentes très élevées de la part des entreprises vis-à-vis de l'INPP en ce qui concerne donc la formation professionnelle. Alors ce que nous allons faire, c'est de renforcer l'INPP tant au niveau des équipements que des niveaux de formation professionnelle. Un travailleur de CHEMAF, licencié en économie, transformé en électricien grâce à l'INPP, a reconnu l'apport positif de cette formation. Quant à l'ancienne ministre du portefeuille et députée nationale Janine Mabunda, elle a été nommée conseillère spéciale du chef de l'État en matière de violences sexuelles. Le président de la République tient à la préservation de la dignité de la femme. C'est une des recommandations des concertations nationales que le chef de l'État vient d'exécuter. Dans une ordonnance lue ce mercredi 9 juillet sur les ondes de la télévision publique, Joseph Kabila a nommé Janine Mabunda au poste de conseiller spécial du chef de l'État en matière de lutte contre les violences sexuelles à l'endroit des femmes et de la jeune fille. Une nomination qui fait la joie des femmes. Comme on a un conseiller spécial, nous espérons que le droit de la femme ne sera pas bafoué. Vous savez, les violences sexuelles est érigée aussi en arme de guerre. Et non seulement, elle requiert aussi la compétence de la CPI. Nous espérons que la personne qui a été nommée, il ne va pas politiser l'affaire en privilégiant les uns, en camouflant les autres. Non, ça ne serait pas bien. Il faudrait bien qu'elle soit vraiment la représentante de la femme pour tout ce qui a trait aux violences liées aux femmes, que ça soit dénoncé et que les auteurs de ces éventuelles violences, surtout sexuelles, soient poursuivis en République démocratique du Congo. Ces cas de violences sexuelles sont multiples dans l'Est de la République démocratique du Congo. L'on dénombre des centaines de milliers de femmes victimes d'exactions et d'autres sévices corporels. La tâche de l'élu de Bumba dans l'Équateur n'est donc pas aisée, mais pas impossible. L'élévation de Janine Mabunda au poste de conseillère du chef de l'État n'a pas laissé indifférents certains acteurs politiques, à l'instar du député Francis Kalombo qui s'est prononcé là-dessus. C'est un motif de satisfaction. Le Congo est choqué
de voir comment on a violé des femmes, et ça a commencé pendant des années. Aujourd'hui, élever quelqu'un à ce niveau-là, je pense que le président de la République a bien fait de nommer Mabunda, puisque non seulement on l'a nommée, mais je pense qu'elle mérite. Elle mérite, voilà pourquoi on l'a choisie. Et des gens ne doivent pas oublier que dans son dernier discours, le président de la République a dit qu'il choisira personnellement les acteurs. Même pour le gouvernement dont les gens sont en train de s'agiter, ils s'agitent pour rien. Aujourd'hui, nous pouvons d'abord et avant tout féliciter, et les restes, ce sont des procès d'intention, il faut la laisser entrer d'abord en fonction et fonctionner. En ce moment-là, on pourra la juger. On se félicite de la nomination de Janine Mabunda d'une part et de l'autre, on déplore l'absence d'une femme parmi les 9 membres de la Cour constitutionnelle. Cette déception est contrebalancée par ceux qui sont d'avis que c'est la compétence qui a prévalu. Madame, je suis très déçue de la composition de ce Cour constitutionnel dans la mesure où je suis parmi celles qui militent pour qu'il y ait l'alternance au pouvoir par la femme en RDC. Pourquoi? Parce que moi j'estime que le développement d'une communauté requiert la participation et de la femme et de l'homme. Et nous, femmes, nous constituons une bonne frange de la population. Nous ne devons pas être marginalisés au gré de la volonté des hommes. Donc, ils doivent innover dans leur façon de voir, ils doivent innover. Quand je dis ils, je vois les institutions, je vois le chef de l'État, je vois les leaders politiques. Donc ils doivent innover par une autre façon de voir les choses, une autre façon de gouverner, en plaçant prioritairement la femme. Et ça, moi je crois que je ferai appel à toutes les femmes pour qu'elles tirent toutes les conséquences possibles au regard de la décision du chef de l'État qui consiste à ne pas toujours tenir compte de la représentation de la femme. Le 9 sont quand même des grands responsables. Vous avez des professeurs d'université et parmi les 2 autres qui ne sont pas des praticiens de droit, vous avez Vundawe qui est un professeur d'université, qui est juriste de formation et qui enseigne le droit. Et de l'autre côté, vous avez un politologue. Donc moi je pense que personnellement, j'ai dit bravo, le choix était bien. Je pense que certes, on regrette qu'il n'y ait pas de femmes, mais il ne suffit pas d'avoir de femmes, mais je pense qu'il y aura un renouvellement de cette cour et qu'au moment de pouvoir renouveler, il y aura des femmes qui pourront se préparer pour pouvoir eux aussi pouvoir participer. Vous savez, la Cour constitutionnelle dans sa configuration actuelle, dans la manière même de fonctionner de cette Cour, le Congo a besoin de ça. Puisque nous avons innové, tout citoyen peut saisir cette Cour, contrairement à d'autres pays. C'est déjà une démocratisation, c'est déjà une innovation qu'il n'y a pas dans d'autres pays. Voilà, on permet maintenant aux Congolais de pouvoir saisir une juridiction lorsqu'ils sont lésés par tel ou tel autre acte émanant d'une autorité. La journée mondiale de la population est célébrée aujourd'hui au plan universel sous le thème « Investir dans la jeunesse » et en RDC. Le thème s'élargit en investissant dans la jeunesse ensemble pour un nouveau départ. L'opportunité de la commémoration est exploitée par la dynamique du groupe des peuples autochtones pygmées qui s'indigne du déni de ses droits au Katanga. On a organisé cette conférence de presse afin d'attirer l'attention des autorités au niveau national ainsi que provincial pour voir comment mettre en place une équipe, une commission qui doit descendre sur le terrain pour aller établir la paix entre les communautés bantoues ainsi que les peuples autochtones. Mais au-delà de ça, il y a eu beaucoup de dommages, mais c'est de voir aussi comment apporter des solutions réparatrices par rapport à tout ce qui s'est passé et traduire tous les acteurs dans tous les 2 camps par rapport à ce crime qui a été commis dans ces coins. Nous n'avons pas encore de chiffres exacts, mais on parle déjà entre 10 à 50 morts dans les 2 territoires de Manono et Kabalo. Mais aussi, nous savons déjà qu'il y a 250 maisons de peuples autochtones qui ont été brûlées. Nous avons des autochtones actuellement qui sont dans la forêt et les autres qui se sont réfugiés dans les villages voisins pour trouver un peu la gaieté et la sécurité, malgré qu'ils sont toujours pourchassés par un groupe qui s'appellerait Jaguar et qui a comme objectif de pourchasser et traquer les peuples autochtones pygmées partout où ils sont. Toujours en rapport avec ces célébrations, votre rédaction vous propose cet élément. Proclamée par les conseils d'administration du Programme des Nations Unies pour le développement, la Journée mondiale de la population célébrée le 11 juillet de chaque année. Journée qui attire l'attention sur l'urgence de la gestion démographique et plus particulièrement sur les plaintes de la population afin de trouver des solutions adéquates. Quant à l'année en cours, investir dans le jeune est le thème qui se veut futuriste, mais mobilisateur autour de l'opportunité d'accélérer les développements avec une vitalité croissante.
À ce sujet, les jeunes et adolescentes représentent actuellement un quart de la population mondiale, soit 1,8 milliard de personnes âgées de 10 à 24 ans. Ils sont une force qui opère de choix pour les progrès d'un pays. Cette 28e année de la célébration de la dite journée fait appel à chaque être humain capable à répondre aux attentes de jeunes et adolescents en vue de leur donner des instruments de compétitivité dans les programmes de développement d'une nation. À la Société commerciale des transports et des ports, les travailleurs sont dorénavant défendus par une délégation syndicale qui vient d'être investie après les élections récentes des 24 syndicats. Le dialogue social aura alors tout son droit au sein de l'entreprise. Les travailleurs de la SCPT ont une nouvelle délégation syndicale. Cette organisation professionnelle s'est disputée la présidence du comité syndical. Les urnes ont sorti en tête l'ECO, suivi de STRC, USA, Action et SINAC, dont les délégués, fruit d'une élection transparente, neutre et équitable, ont le défi non seulement de veiller à l'amélioration des conditions socio-professionnelles de travailleurs, d'œuvrer pour la mise de la SCPT sur l'orbite de la modernité de transport ferroviaire et lacruste, conjugaison d'efforts que l'employeur s'engage pour encadrer. Le président du nouveau bureau de la délégation syndicale, tout en se félicitant de l'esprit démocratique et la mobilisation de tous en faveur de triomphe des urnes, annonce que leur mandat est placé sous le signe de l'espoir et que l'heure était au travail. Aujourd'hui, au niveau de la SCTP, nous avons un sérieux problème des droits des travailleurs et leurs avantages, tels que les soldes du SMIC. Et puis, nous avons un problème sérieux des logements et il y a d'autres avantages. Quant à moi, premièrement, nous voulons à ce que l'employeur puisse considérer la partie syndicale comme étant un vrai partenaire et surtout qu'à l'heure actuelle, nous avons le gouvernant, nos fils maison, nous étant fils maison, je crois ensemble nous allons arrêter un programme pour le développement de notre entreprise. L'engagement de la nouvelle délégation syndicale, comme l'a d'ailleurs souhaité la DGA d'intérim, est de merger un syndicalisme nouveau marqué du sceau de la modernité, l'éthique et l'excellence. Un syndicalisme susceptible d'accompagner l'État et l'employeur dans le programme de redressement de l'entreprise dans l'intérêt et pour le bien-être de tous. Il y a aussi cette rumeur sur une éventuelle hausse du prix du carburant à la pompe, spéculation, partie des fermetures hâtives des stations-service depuis hier, attentisme qui se traduit par la rareté de moyens de transport suivi des difficultés de déplacement. Protection de l'enfant, les enfants défavorisés, pensionnaires du Forum d'initiation pour le développement de l'espace social peuvent désormais s'approvisionner en eau potable obtenue par l'installation du forage à énergie solaire offert par la firme israélienne Wist Energy en partenariat avec la chaîne américaine CBN. L'approvisionnement en eau potable reste jusqu'à ce jour un casse-tête pour bon nombre de familles quinoises. Mais cette triste réalité n'est plus le cas pour le membre de l'orphelinat Fidas, situé dans la commune de Mongafula. Un rêve devenu réalité grâce à la firme italienne West Energy spécialisée dans les installations de l'énergie solaire renouvelable qui a mis à la disposition de ce centre d'hébergement des orphelins un forage à énergie solaire. Ok, l'orphelinat sera approvisionné en eau 24 heures sur 24 pendant la journée, comme le fonctionnement de la pompe est au fil du soleil. Aux premières heures du matin, la pompe pourra stocker de l'eau dans le réservoir et le reste de la journée, l'eau pourra être utilisée directement pour le besoin domestique et pour le besoin du jardin que vous avez visité. Comme ça, l'eau qui est réservée dans le tank pourra être utilisé la nuit comme la pompe n'est alimentée que par le solaire pendant la journée. Avec une capacité d'environ 10 000 m3 d'eau par jour, ce forage va assurer aussi un bon rendement agricole pour cet orphelinat. La coupure du ruban symbolique intervenue ce jeudi marque donc une rupture avec les pratiques anciennes pour ces 54 enfants.
Et je pense que les enfants qui sont venus tout petits là, puisqu'on a des enfants maintenant qui sont à l'université, et ils ont vraiment souffert, mais ceux qui sont là maintenant, ils ont la grâce puisque c'est un autre mode de vie qui va commencer. Avec l'eau, nous pouvons rêver de produire, d'avoir des champs agricoles, d'avoir une école viable, etc. Donc, ça nous amène à un progrès. Pour réaliser ces chefs-d'œuvre, la chaîne américaine The Christian Broadcasting Network a dû débourser environ 70 000 $ américains. Sécurité, il s'est tenu une table ronde des bailleurs de fonds en appui au plan d'action quinquennal du secteur du désarmement et de la sécurité internationale entre le ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières et l'Institut d'études de sécurité, assise axée sur le contrôle et la réduction des armes légères et de petits calibres en RDC. La détention illégale et l'utilisation abusive des armes légères et de petits calibres sont l'une des causes de la résurgence de la violence au sein des communautés locales. Cette situation est de plus en plus préoccupante, même raison qui justifie la tenue à Kinshasa de la table ronde des bailleurs de fonds en appui au plan d'action national quinquennal sur le contrôle de ces armes. Un plan d'intervention multisectoriel est même présenté par le Comité national du désarmement et de la sécurité internationale en partenariat avec l'Institut d'études de sécurité de Pretoria. Vos échanges fort enrichissants ont accouché de recommandations pour permettre au CNDC de remplir efficacement sa mission, celle d'assurer la coordination, le suivi et l'évaluation des activités du secteur de désarmement et de la sécurité internationale en République démocratique du Congo. Je réitère mon vœu, celui de voir les différents partenaires et bailleurs de fonds du secteur joindre leurs efforts et ceux du gouvernement pour consolider la paix, sans laquelle le développement serait un vœu pieux. Ces fonds à mobiliser devront permettre d'identifier les armes légères en circulation dans le pays et de les récupérer dans le cadre du processus de DDR3 en cours de démarrage. Les bailleurs de fonds se sont impliqués. Ils ont fait certaines recommandations que nous allons intégrer dans la suite. Mais en grosso modo, ils ont adhéré au programme d'action. Nous avons posé le problème et quand viendra le moment d'évaluer les différents projets, nous saurons combien ça peut coûter. L'Institute for Security Studies, partenaire potentiel de la RDC, a signé avec le CNDC le protocole d'accord de coopération sur la paix, la sécurité et le contrôle des armes légères et de petits calibres en RDC. L'année 2015 sera bel et bien marquée par l'évaluation des objectifs du millénaire pour le développement. Bien qu'elle ait enregistré des avancées, la République démocratique du Congo est déterminée à relever des défis pour atteindre ces objectifs, raison de la tenue de l'atelier sur l'évaluation du document de stratégie de croissance et réduction de la pauvreté, deuxième génération et du programme d'action du gouvernement clôturé hier. On écoute le ministre du Plan, Célestin Vounabandi. Nous avons en fait institué une pratique qui consiste à organiser une rencontre annuelle d'évaluation ensemble avec nos partenaires, c'est-à-dire la société civile, le secteur privé, les partenaires au développement. Et nous nous retrouvons, nous discutons sans exclusive de toutes les questions. Nous invitons les membres du gouvernement qui s'expriment et à qui on pose des questions, on engage des débats et on prend des résolutions. Voilà donc tel aura été l'essence de la revue que nous venons d'organiser qui, comme vous l'avez constaté, a connu un franc succès. Nous avons l'obligation de pousser plus loin, d'améliorer sans cesse et au cours de la prochaine édition, nous pensons devoir associer pratiquement tous les gouvernements à cette activité. Mais vous aurez constaté que c'est des débats intéressants qui prennent beaucoup de temps et que donc 2 jours ne suffisent pas. Je pense qu'il va falloir cette fois-ci, la prochaine fois, peut-être prendre une semaine pour permettre à tout le monde de s'exprimer, à tous les secteurs de la vie nationale d'être abordés. Sous le thème « Tous pour la commercialisation de la pomme de terre dans la région des Grands Lacs », s'est tenue à Goma une semaine de la pomme de terre au cours de laquelle des agriculteurs venus du Burundi, du Rwanda et de la République démocratique du Congo se sont retrouvés pour débattre de la culture de cette denrée.
Elle vient de se clôturer. La foire agricole tenue au stade Les Volcans à Goma, en marge de la semaine de la pomme de terre, et en réunit les agriculteurs venant du Rwanda, du Burundi et de la RDC. Une foire saluée par M. Mundiria Godeni, venant du Rwanda. Bon, je pense que comme ça a été, et les Rwandais et les Congolais, ils sont des frères. Pas seulement les voisins, mais sont des frères. C'est pour cela qu'il faut qu'on crée un circuit facile de traverser des frontières pour peut-être faire une commercialisation transfrontalière qui pourrait aider d'un côté de l'autre les populations de deux pays. Des recommandations ont été formulées par les participants à cette foire adressées au gouvernement de leur pays. Les participants à la semaine pomme de terre proposent d'accompagner les producteurs à la gestion durable des sols à travers l'analyse du sol, l'utilisation des fertilisants, la lutte anti-érosive, l'utilisation de la chaux, engrais verts et rotation culturelle et autres. Accompagner les producteurs à accéder aux semences de qualité et autres intrants agricoles. Renforcement des compétences des producteurs sur les techniques et au point de vue organisationnel. Promouvoir la professionnalisation de la filière pommes de terre par l'allègement des travaux des productrices. Cette foire agricole est un pari gagné pour le gouvernement congolais, a déclaré le ministre provincial de l'Agriculture, M. Nzanzuka Sivita. C'est encore une fois une réussite, pas seulement pour le ministère de l'Agriculture, mais pour le Congo en général, parce que le Congo a accueilli beaucoup de personnalités des pays voisins et ils avaient d'ailleurs peut-être peur par rapport à tout ce que les gens racontent à l'extérieur. Ils ne pouvaient pas s'imaginer qu'ils pouvaient être au-delà des 60 km de la ville de Goma. On a été avec eux. Ça veut dire que c'est encore une fois une réussite pour le peuple congolais et à l'armée et à la police congolaise qui assure bien la sécurité de ses compatriotes. Notons que cette semaine de la pomme de terre avait pour thème tous pour la commercialisation de la pomme de terre dans la région des Grands Lacs. Journée mondiale de la population, 11 juillet, les populations autochtones pygmées profitent de l'occasion pour attirer l'attention des autorités locales, municipales et internationales par rapport à la situation qui prévaut à Manono et Kabalo pour parler des massacres. C'est tout de suite dans l'invité du journal. Alors, Monsieur Kapoupou Diwa, vous êtes l'ambassadeur des peuples autochtones pygmées en République démocratique du Congo. Oui. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Je l'ai dit tantôt qu'on parlait de la célébration de la Journée mondiale de la population, ce 11 juillet. Qu'est-ce que cette journée représente pour vous? Pour nous, le peuple autochtone, cette journée de la population a une importance capitale, malgré que l'Organisation des Nations Unies sur la population n'a pas fait un geste à ce qui concerne le peuple autochtone pour qu'on puisse se festoyer avec cette journée. Pourquoi seulement aux peuples autochtones pygmées? Parce que, nous disons au peuple autochtone pygmée parce que vous me voyez toujours depuis, je suis en noir. En tenue noire, c'est-à-dire que le fait que nous sommes en deuil, on devrait partager avec toute la communauté et avec tant international que national sur ce qui se passe au Katanga. Et cela, ça devrait être vraiment un des sujets à traiter pour cette journée. Un des sujets à traiter donc pour cette célébration. À 2014, on nous parle d'une situation accablante et inhumaine faisant office d'une épuration ethnique entre les peuples autochtones pygmées vivant dans la province du Katanga, district de Tanganyika, dans les territoires de Manono et Kabalo. Qu'est-ce qui se passe exactement? Là, ça se passe parce que vous savez très bien, Madame la journaliste, que nous sommes marginalisés, nous sommes exclus, nous sommes des opprimés, nous sommes discriminés, soit par la population, soit par le gouvernement, donc le pouvoir en place. Et cela, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est-à-dire, ça devient comme une culture pour dire que, comme vous avez lu dans l'histoire, on nous considère comme des sous-hommes. Vous ne pouvez pas comprendre, c'est pourquoi cette journée était très capitale pour nous. Le fait de nous considérer comme des sous-hommes, le fait de nous considérer comme
des petits citoyens. Et cela pourrait être pour nous une occasion. C'est un peu uniquement à Kabalo. Cette situation se passe. C'est un peu uniquement au Katanga. Ça se passe sur toute l'étendue de la République. Mais nous parlons de Kabalo et Manono parce que là, il y a des massacres qui ont été enregistrés récemment. Mais c'est là que je vous dis, madame le journaliste, ce n'est pas ça. Parce que ça, c'est récent. Mais ça se passe du jour au jour, du quotidien. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que vous êtes là, quelles sont les stratégies que vous montez? Vous avez des associations, des organisations qui militent pour vos droits? Mais ce que nous faisons, vous savez que l'État prime tout. Donc l'État au-dessus, il a le devoir de protéger ses citoyens. Et au Katanga, c'était quoi le problème? Donc, ils voulaient le problème au Katanga, c'était quoi? Comme je viens de le dire, c'est sous-estimer, c'est-à-dire que coutumièrement, on pense que nous sommes là pour servir les autres. C'est-à-dire, nulle part au monde que cette situation ça se passe. Pour votre information, j'informe le public qu'on nous considère, nous, c'est la relation maître et esclave. Maintenant, comme nous avons, et tant que, comme vous venez de le dire, nos associations sont là pour essayer de revendiquer les droits, pour essayer d'expliquer aux peuples autochtones leurs droits et leurs devoirs. Maintenant, ce qui s'est passé au Katanga, parce que les autochtones ont refusé de donner maintenant de tribut aux chefs coutumiers. Parce que quand nous faisons la chasse, on part à la chasse, on prend une partie du gibier, on donne aux chefs coutumiers. On espère que ça ne va plus continuer comme ça. Et comment vous résumez? Parce que nous... Oui, c'est-à-dire que nous résumons en disant qu'il faut respecter la dignité de l'homme. C'est-à-dire, nous ne sommes pas là comme leurs travailleurs. Et chaque travail mérite un salaire. Et puis, il faut qu'on nous considère comme des citoyens à part entière, comme tout autre citoyen. Merci pour beaucoup, vous rappeler, c'est pour dire que la République démocratique du Congo est composée par 4 grands groupes ethniques. Il y a les Bantous, il y a les Nilotiques, il y a les Soudanais et les Pygmées. Merci beaucoup, M. Kapoupou. Je rappelle que vous êtes ambassadeur des peuples autochtones pygmées vivant en République démocratique du Congo. Oui, merci. Je ne suis pas ambassadeur de peuples autochtones de la République démocratique du Congo seulement, mais je suis ambassadeur de peuples autochtones de l'Afrique centrale auprès de la communauté économique des États d'Afrique centrale. Merci beaucoup pour ces précisions. Merci beaucoup, commandant. Voilà, fin de cette édition du journal. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis.